Bonsoir, bienvenue donc pour cette heure de rencontre avec deux immenses artistes et je vous demande donc de saluer la présence de Françoise Coyten avec nous et de Laurent Durieux par rapport à cette œuvre magnifique qui s'est inscrite dans les pas d'un géant. Et donc l'idée c'est de savoir un petit peu comment voilà, quand l'occasion arrive, quand l'opportunité se présente, comment on se glisse dans les pas d'un géant pour donner cœur à une nouvelle œuvre tout en respectant un petit peu le parcours passé de tout ceci. Donc bienvenue Françoise Coyten, bienvenue Laurent Durieux. Alors je ne vais pas vous faire l'affront de vous présenter ces deux artistes, mais nous avons eu la chance d'avoir Laurent Durieux en 2017 avec la superbe affiche réalisée pour les Utopiales et la superbe exposition qui j'espère que vous n'avez pas ratée. Et donc là nous avons la chance d'avoir Françoise Coyten et Laurent ce soir pour aussi cette superbe exposition que vous n'avez pas pu rater à côté de cette superbe pyramide inversée. Donc, messieurs, bonsoir. À propos de la pyramide inversée, j'ai envie de vous poser la question en premier, savoir pourquoi cette pyramide est là ce soir un petit peu. Si vous pouviez un peu nous raconter qu'est-ce qui vous a amené ici et qu'est-ce qui a amené cette pyramide ici. C'est une longue histoire, le rapport à la pyramide, parce qu'en fait, ça fait maintenant un petit temps que je travaille sur le projet de Khéops, qui est un projet qui a été initié par plusieurs personnes, mais surtout Mehdi Tayoubi, qui travaillait chez Dassault Systèmes, et le projet était vraiment d'essayer de voir à travers la pyramide de Khéops, avec différentes équipes scientifiques. Il y en avait trois en réalité, deux japonaises, une française, et qui ont utilisé différentes méthodes, ce qu'on appelle des capteurs de muons, pour arriver à voir à l'intérieur des pierres. Donc c'est une technique très particulière dans le sens où ça met des mois, il faut que les capteurs soient là pendant des semaines et des semaines, il faut après des... Bon, et on a découvert une immense salle au cœur de cette pyramide. Ça a énormément nourri le dernier pharaon, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles vous avez cet objet-là ici. C'est que ça a été une occasion, on l'a construite une première fois à Amiens, pour le festival de bande dessinée d'Amiens. Et puis, l'idée était de la remettre en scène, un petit peu différemment d'ailleurs, pour les Utopiales. Et comment, du coup, quand le projet, entre guillemets, Black et Mortimer arrive, il rentre en collision avec ce travail déjà commencé pour Khéops? Oui, en fait, ce qui était vraiment intéressant, c'est qu'en passant beaucoup de temps sur cette pyramide, en la dessinant, en étant à l'intérieur, en travaillant sur le plateau de Gizeh avec toute cette équipe, on avait le plateau à nous pendant plusieurs heures après la fermeture du site. C'est évident qu'on entre en relation étroite. On sent les pierres, on sent la vibration de ce site qui est assez extraordinaire. On est avec des ingénieurs aussi, on est avec des spécialistes des caméras thermographiques. On a plusieurs technologies pour essayer de confirmer cette hypothèse de vide au cœur de la pyramide. Et donc au fur et à mesure, bien évidemment, ça impacte l'imaginaire. Et comme j'étais en train de travailler avec Jacob van der Mael et Thomas Gunzik au scénario, bien évidemment, il y a eu un effet de transfert naturel. Oui, il n'y a presque pas de hasard quand le scénario arrive dans votre réalité voilà. sur Khéops. Exactement. Puis c'était une belle aventure parce que le dessin est un outil pour comprendre les lieux, c'est un outil pour essayer de les décrypter. C'était très intéressant de voir qu'en réalité, on arrivait à vraiment aider aussi les scientifiques. Le dessin peut aussi aider à comprendre parce qu'on passe des heures sur un même lieu, parce que la lumière change, les ombres changent, et vous trouvez des anomalies dans cette espèce de chaos de pierre. Le dessin vous fait avancer dans la compréhension du site aussi. Comme un nouvel observateur, quoi. Oui, oui. En fait, on retrouvait là un petit peu les missions très anciennes, depuis Napoléon, qui mélangeaient des scientifiques et des artistes et des architectes et des ingénieurs. Alors, à propos des images que vous diffusez là, je voulais quand même personnellement vous remercier de nous avoir confié les originaux de ces
visite, je dirais, de dessinateurs sur le site, parce qu'entre les crayons de couleur, les dégradés de gris, on voit votre travail autrement que dans ce qui est diffusé et publié forcément. Et là, on avait déjà un petit peu l'impression d'avoir un tout petit œil ouvert sur ce qui se passait en cuisine. Et donc c'est un petit peu l'idée de notre rencontre ce soir. Et lorsque vous travaillez déjà sur le scénario, alors après, pour raconter la petite histoire, c'est d'après une note de Jacobs en fait qui a été retrouvée et qui vous a été communiquée en fait. Oui, donc comme tout auteur de bande dessinée, Jacobs mettait quelques projets, quelques idées sur le papier. Il y en avait une qui était toute simple, c'est Blake et Mortimer au Palais de Justice de Bruxelles. Et ça a été vraiment une surprise parce qu'en fait, je ne croyais pas qu'il allait s'autoriser ça. Généralement, Blake et Mortimer, ils sont confrontés à des périls plus exotiques et ils sont plutôt basés à Londres. Ou alors, bon. Et surtout, Jacobs, comme les auteurs belges, travaille pour le public français principalement. Et donc, il n'était pas du tout de bon ton d'avoir des éléments spécifiques à la Belgique et à Bruxelles. Et j'étais très surpris de voir qu'il était prêt à prendre un élément aussi emblématique que ce palais de justice gigantesque, en dessous duquel il a vécu, parce qu'il a passé sa jeunesse en dessous de ce palais, et qu'il était prêt à en faire un sujet pour un de ses livres. Donc ça, c'était vraiment un grand étonnement, et je me suis dit, ah, là, c'est comme une porte, une fenêtre qui s'ouvre, et surtout presque une main tendue, parce que Yves Schlierf, l'éditeur de Blake et Mortimer, me faisait du pied depuis des années, et je ne voyais pas très bien ce que je pouvais apporter à cette série. Je ne savais pas très bien comment prendre ça. Et là, il y a eu comme un moment de... Les éléments se sont mis en place. Un alignement de circonstances. En même temps, je travaillais sur Kéops. En même temps, il y avait cette découverte. Et naturellement, le récit s'est imposé. Et alors, à propos des alignements de planètes comme ça et des corrélations, comment, du coup, s'est organisée l'équipe de travail pour d'une part pour le scénario, pour échafauder toute cette histoire en relation avec, en respectant l'histoire elle-même avec un plus grand H de Blake et Mortimer, et aussi l'intervention de Laurent, avec qui vous travailliez déjà. Enfin, il me semble que vous étiez déjà, j'ai l'impression que c'est presque une bande de 4 copains, en fait, qui, sans vouloir parler trop de la Belgique, mais parlent quand même de la Belgique. Oui, de la Belgique et de notre époque aussi. La première chose qui nous a réunis, c'était l'envie de mettre Blake et Mortimer aujourd'hui, avec les inquiétudes d'aujourd'hui. Ça, c'était la chose sur laquelle je crois qu'on n'aurait pas fait de concession. Ce qui était beau dans l'obsession de ces auteurs, c'était qu'ils étaient des témoins de leur temps. Et donc, je trouvais que c'était intéressant de retrouver ça. C'était aussi de le faire dans mon style, parce que je ne suis plus vraiment capable de le faire en ligne claire. Ça demanderait un effort que je n'aurais pas envie de faire non plus. Et je trouvais important aussi de les faire un peu vieillir pour me les réapproprier, parce que c'était prendre une certaine distance en fait par rapport à ces personnages qui ont quand même maintenant une aura que je me voyais mal d'affronter frontalement. Et alors même quand on a votre carrière, quand on design des personnages qui font partie du patrimoine, on est soumis à des recherches, on est soumis à un avis de l'éditeur, entre guillemets, à une difficulté pour se les approprier, justement ou... Alors, ils ont c'est pas tellement l'inquiétude sur les personnages, je crois qu'ils me faisaient assez peut-être confiance, mais c'était sur l'histoire. Et là, l'idée était de travailler un storyboard avec Jaco van der Mael, qui est réalisateur de cinéma, qui a fait des très beaux films, avec tout lequel j'avais travaillé, pour certains beaucoup même, comme Mr. Nobody, et comme Toto le héros. C'est un réalisateur qui est un ami avant tout. Thomas Gunzi, qui est un écrivain, et Laurent, qui est un affichiste, graphiste, dessinateur. Et donc l'idée était de faire en sorte qu'on se challenge un peu. Et puis le storyboard a joué un rôle très important, puisque l'idée était de le faire vraiment à la table et de dessiner le scénario directement. C'est-à-dire, les planches allaient se réaliser par la suite, mais le storyboard, on l'a vraiment... au fil du scénario, j'allais vous demander s'il y avait eu un travail d'écriture en premier, uniquement avec Thomas, et ensuite... Avec Thomas et Jaco, on avait quand même élaboré une structure. On savait un petit peu où on allait, on savait comment on allait aborder. En fait, le dessin qui avait servi de base était ce dessin-là,
C'était le premier dessin. Ce premier dessin, je leur avais montré. Je dis voilà, à partir de quoi on va partir. On va construire le récit autour de cette image qui était pour moi presque une obsession. Je l'avais élaboré avec un sérigraphe qui s'appelle Gilles Ziller, qui est un très grand sérigraphe et qui est un grand spécialiste de Jacobs, qui a fait énormément d'images autour de Jacobs. Et donc j'avais confiance en lui. C'est lui qui a fait cette sérigraphie. Et je me suis dit, voilà, avec ça, c'est la base. Il fallait une image. Je crois que ce qui est très fort chez ces auteurs, Hergé, Franquin, Jacobs et bien d'autres, c'est que ce sont des scénaristes dessinateurs. Ils sont autant l'un que l'autre. Et leurs images sont très chargées de récits. Il n'y a pas d'un côté le scénario et d'un côté le dessin. C'est une même chose qui évolue. Donc de travailler le storyboard avec Jaco et Thomas en même temps, c'était une façon de retrouver un petit peu, à 3 quand même, et puis après à 4, de retrouver ce qu'eux faisaient seuls. Et le travail donc, de Laurent, à ce moment-là, est arrivé à quel point parce que je sais que c'est pas que l'apport de la couleur, quoi, en fait. C'est pas, même si... Oui, non, en fait... pas aussi simple que ça, ouais. François et moi, on travaillait déjà ensemble depuis un petit temps. On sentait qu'on était en train de devenir des bons copains. Et un jour, il me dit, tiens, je cherche un coloriste. Et bon, il m'avait déjà dit tout le bien qu'il pensait de mon travail dans la couleur. Et à un moment donné, j'ai un petit peu réfléchi. Je me dis, mais travailler avec François, c'est quand même quelque chose qui ne peut pas se refuser. Et j'ai dit, écoute, je veux bien, on va tenter l'aventure. Moi, ça me plaisait, parce que du coup, j'allais un petit peu ailleurs que dans la fiche de cinéma. Et puis, travailler avec François et travailler sur une série comme Blake et Mortimer, enfin, ça arrive qu'une fois dans ta vie. Donc, j'ai saisi ma chance et on s'est lancé là-dedans. Et en plus, j'avais compris que François me donnerait carte blanche. C'est-à-dire qu'il m'a donné pleine confiance. Il a dit non, vas-y, fais le truc comme tu le sens. Mais comme je me posais les mêmes questions que François, du point de vue narratif de l'histoire, il avait confiance. Il savait que je n'irais pas juste, que je ferais pas un album juste joli. C'est l'histoire qui m'a guidé, c'est la narration, voilà. Donc on en discutait beaucoup sur Skype et de chaque planche. Quand je l'avais fini, on en discutait. Mais ça a été vraiment très agréable. Et Laurent est un dessinateur de bande dessinée en partie frustré. C'est-à-dire qu'il connaît la bande dessinée, mais d'une façon incroyable. Il aime profondément ça. Et donc, il aurait pu être auteur de BD. Ça s'est tenu à pas grand-chose. Et donc, il a peut-être pu être un peu auteur de BD avec ce livre. Enfin, il est complètement auteur. Oui, c'était ma chance de faire un album, mais en étant un peu fainéant quand même. J'ai pas dû me taper tout ce que François s'est tapé. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les dessinateurs de bande dessinée. Souvent, on me dit, mais tu as rencontré telle personne dans le cinéma, etc. J'aime toujours bien dire, parce que c'est la réalité, et je dis, ouais, je m'en fous. Parce que mes idoles sont les dessinateurs. C'est la bande dessinée. C'est la bande dessinée. Mais est-ce que ça t'a obligé aussi, par exemple, ne serait-ce qu'à la couleur, enfin que pour la couleur aussi, à travailler d'une manière différente, à te poser la question de comment... Non, parce que je me pose la même question pour les affiches. C'est-à-dire que je fais attention à la narration, et je fais attention à la mise en scène. Je me dis, qu'est-ce qu'on nous raconte là ? Comment renforcer la mise en scène, comment aller dans le sens de la narration. Donc j'ai toujours travaillé comme ça pour mes affiches, et donc je crois que François s'est dit, mais en fait, ce gars-là m'intéresse aussi pour ça. La théâtralité, tu vois, la dramaturgie d'une scène, comment il va la mettre en scène. C'est pour ça que c'est vrai que dans cet album, on ne peut pas dire que les couleurs sont naturalistes. Oui. Naturalistes. Elles sont très graphiques et très, comment on appelle ça, expressionnistes. Oui. En fait, ce qui était intéressant, c'était c'est aussi un dessinateur. Alors, il regarde le dessin, il s'intéresse au récit, et donc la couleur a un rôle très particulier. Elle n'est pas là pour remplir, pour colorier. Elle est là pour jouer un rôle dramaturgique. Elle est là pour apporter une dimension fantastique encore plus grande. Elle est là pour mettre l'accent sur certains aspects que peut-être ne sont pas si évidents. Elle est vraiment un acteur à part entière. C'est pour ça qu'il est sur la couverture, parce que c'est pas si fréquent de mettre les coloristes sur la couverture. Ah oui, c'est sûr. Enfin là, oui, on est dans autre chose là complètement. Ouais. Oui. Mais c'est pour ça que même, voilà, justement dans ton parcours de dessinateur. Alors une petite question moi sur la collaboration simplement, parce que quand on est dessinateur, quand on voit arriver une planche, à aucun moment il y a eu
ah mais tiens, ton ombre portée, là je l'aurais mise peut-être un petit peu différemment pour il y a pouvoir plein de moments. récupérer la couleur, des choses comme ça. Est-ce que, Oui, mais... est-ce que François, mais il n'est pas là, il ne va pas nous écouter, est-ce que François est souple là-dessus? Ah mais non, c'est extraordinaire. Moi je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'artistes de ce calibre-là qui laissent faire ce qu'il a laissé faire. Il n'était pas tendre non plus. C'est ça qui était intéressant, c'est qu'il était capable de me dire, et je le savais, tiens, ton personnage, il y a un petit problème. C'est pas facile d'entendre ça, mais oui, j'imagine que c'était un fait que parfois... Ça ne doit pas être facile de le dire non plus. C'est pas facile. Non, mais on se connaît bien. Et il faut dire aussi que François, quand il a quelque chose à me dire, il le dit. Mais c'est toujours bienveillant. On a cette complicité, cette complicité depuis toujours. Et c'est pour tirer chaque fois le projet vers le haut. Donc moi, François, je le vois comme un mineur de fond. Il est avec sa lampe torche, son casque, et il est en train de piocher et essayer de ramener des diamants. Et quand il revient, il monte, il ne sait plus quelle heure il est. Et donc moi je suis juste là pour dire mais il est 18h, il faut aller manger et lui dire tiens by the way, l'oreille est un peu grande et voilà. Donc on en était là parfois. On en était là. Moi mais je crois qu'il cherchait ça aussi. Oui, parce que le problème de la bande dessinée, c'est qu'avec l'âge on attrape des tics. On doit faire très attention à ce que le dessin soit bousculé, réinventé, soit reconfronté au réel. Aller sur le site de Khéops, être confronté au palais de justice. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de repérages sur ce palais. C'était assez extraordinaire de l'avoir sous la main, parce que l'avantage, c'est qu'on peut le dessiner dans les moindres détails, revenir, faire de nouvelles photos, essayer de comprendre. Et donc j'avais d'un côté la pyramide et d'un autre côté j'avais le palais. Oui, les deux gros acteurs du récit. Et d'un autre côté, j'allais même sur le site, on prenait des photos, puis il y avait ce lien avec l'Égypte qui était dans le palais. Parce qu'en fait, c'est un livre qui est très documenté, mine de rien. Parfois, on se demande d'ailleurs si ce qui est inventé. Il y a beaucoup de choses bizarres qui se passent dans ce palais. Il y a beaucoup de légendes. Ce palais a duré 17-18 ans de travaux, comme la pyramide à peu près. Donc on est sur des bâtiments qui ont une histoire à peu près des deux côtés pharaoniques. Et donc ce sont des lieux qui sont très porteurs d'imaginaire. Beaucoup de légendes, beaucoup de rumeurs. Et donc, beaucoup d'hypothèses. Les deux sont soumis à des regards bizarres, étranges, fantastiques. Le palais de justice est entouré d'échafaudages depuis 35 ans. C'est à ne rien y comprendre. Ils ne servent plus à rien depuis Ils n'ont jamais servi à rien, d'ailleurs. C'est encore une des bizarreries belges. Et ce bâtiment est un peu mal aimé aussi. Ce qui est différent de la pyramide de Khéops, qui est évidemment un objet unique au monde, mythique. Et donc voilà, notre palais aussi est unique, hein, oui, dans son genre. Manifestement, oui. Et donc tout ça a aidé à travailler avec un regard très serré pour essayer un petit peu de sortir de ces mauvais réflexes. Et à propos de travaux pharaoniques, du coup, ça a duré combien de temps, en fait? Alors, toi, François et Thomas et Jaco, je crois qu'ils ont travaillé 3 ans. 3 ans sur la réalisation des planches, un an sur le storyboard. Donc c'est pas loin de 4 ans, oui. Et un an sur la mise en couleur. Voilà, quand toi tu interviens, toutes les planches sont déjà ancrées? Non. Tu as commencé avant, j'imagine. Ça s'est étalé, moi, sur une période de 2 ans, parce que je devais continuer à faire les commandes que j'avais. Mais on a calculé qu'en bout de course, et donc je suis vraiment très lent en définitive, mais ça a duré 1 an. Mais c'était passionnant, chaque planche était passionnante. Et j'avais en François, il était toujours excité de voir son travail réapproprié. C'est ça qui est génial. C'est que je ne connais personne d'autre qui était aussi excité de dire « Waouh, c'est génial, je ne reconnais pas ma planche ». Et donc c'était vraiment gai, il me laissait ma place en réalité. Est-ce que par moment il y a eu des renvois en disant est-ce que tu pourrais, comme tu dis, bouger l'oreille d'un côté ou bouger telle couleur de l'autre? Oui, il y a eu de part et d'autre, mais c'est toujours des petits réglages. Hein. Il n'y a rien de transcendant. Il ne m'a jamais demandé de recommencer une planche, par exemple. Il n'y a jamais eu ça. Ouais. C'est des petits réglages, quoi, 2-3 fois rien.
Mais bon, un travail comme ça, la BD, ce ne sont que des petits réglages, hein, de 3 fois rien. Mais c'est rempli de petits réglages. Et là, tout à l'heure, tu parlais des rencontres Skype que vous faisiez, mais est-ce que vous avez travaillé à un moment donné, à un même endroit, au même lieu, Mais Skype, c'est le même endroit, puisque parfois je dessinais et lui était en train de travailler sur son ordinateur, mais on passait 3-4 heures sur Skype. D'accord. Je voyais avancer la planche. Oui, je faisais un partage d'écran. Et c'était juste pour le rassurer. Et lui, j'entends gratter. Il faut dire que François passe plus de temps à gratter qu'à dessiner. C'est pas faux. C'est pas faux. Oui, et quand ça gratte, je ne sais pas toujours dire si c'est la lame de rasoir ou si c'est la plume, de toute façon. Mais non, on a passé des heures. Des gratteurs. Oui, des gratteurs. Mais ce qui était intéressant, c'est que c'est la première bande dessinée de Laurent, mais c'est aussi la première bande dessinée de Jaco van der Maal et de Thomas Gunzik. Par certains côtés, c'est mon premier Blake Mortimer. On était tous un peu amateurs, en fait. C'est ça qui était sympa, c'est que on n'avait pas l'impression d'être en terrain balisé. On avait l'impression qu'on ne savait rien. Oui, la première et la dernière. Et la dernière. La dernière pour toi et la dernière pour moi. Oui, voilà. Enfin, la plus récente, tu veux dire. Non. Non, la dernière, ça t'a complètement... Non, l'expérience, l'aventure était formidable, mais j'aime l'idée que ce soit fait une seule fois dans ma vie. Et voilà, que ça ne se répétera plus. C'est un projet unique, avec un gars unique. Donc voilà, j'adore ça, que ce soit collector. Tu es en train de nous dire que c'est totalement impossible que l'éditeur ait envie de... Non, on va peut-être faire d'autres choses, mais de la BD... continuer une licence, entre guillemets. Non, c'est impossible. Non. Je pense que ce projet devait être il est un petit peu hors série, il est à part, il doit le rester, il est un petit peu un regard comme ça, unique. Et c'est bien de ne pas chercher à rentabiliser toutes les choses qu'on fait. Et vous avez travaillé vous-même déjà sur des projets aussi, on voit des images qui sont co-signées. Ça, c'est un désir qui est venu comment, en fait, au départ? Moi, j'ai eu envie de travailler avec François, et François a eu envie de travailler avec moi. Et en fait, le début de notre collaboration, c'est passé il y a 5-6 ans, et j'ai été le voir parce que je voulais lui offrir une image que j'avais faite. Et comme je suis un peu une grande gueule, je lui ai dit, tiens, est-ce qu'on ne ferait pas un jour une affiche ensemble? Parce que je trouve qu'en graphisme, t'es pas toujours aidé. Je suis quand même assez gonflé. Et il m'a regardé. C'était vrai. Et c'est vrai. Et non, en plus, j'étais avec mon frère qui était là à côté. Mon frère m'a regardé avec des yeux, mais t'es complètement malade ou quoi? Et lui, il m'a regardé, il m'a fait chiche. Et 3 mois après, ou 2 mois après, il m'a appelé. On a une première affiche qui est à l'exposition Ars Musica. Il m'a dit, voilà, c'est bon, on peut travailler ensemble. Et on a commencé comme ça. Moi, je pensais que ça allait être la galère parce que j'avais entendu qu'il était très difficile. Sauf que moi, je suis aussi devenu très difficile. Donc, ça a été très facile en définitive parce que, voilà, on était tous les deux assez exigeants et on a eu envie de continuer l'aventure, de travailler ensemble en réalité. Et lorsque le projet a commencé à se savoir, parce que j'imagine que ça s'est su avant que l'album soit édité, est-ce que vous avez été confronté un peu aux gardiens du temple? C'est après qu'on a les terroristes et les... Ah, vous en avez croisé quelques-uns? Oui. Alors les intégristes. Les intégristes, on savait qu'on allait de toute façon rencontrer un regard qui n'était pas seulement bienveillant, qui était pourquoi vous touchez à cette icône, vous devez rester dans le style. Je n'arrive pas à comprendre d'ailleurs pourquoi il faudrait rester dans un style. Jacobs a eu beaucoup de styles. Il évolue tout le temps et c'est un auteur très complexe et pas du tout aussi simple. Donc évidemment la série qui est poursuivie l'a mis dans une certaine ligne, c'est tout à fait respectable, mais on peut aussi prendre d'autres points de vue. C'est un petit peu ça l'idée. En fait, j'avais envie de faire ce que peut-être je trouverais rigolo qu'on me fasse. Moi, j'aimerais pas trop qu'on prenne un de mes livres et qu'on le prolonge dans le même style. Mais ça me plairait beaucoup qu'on fasse une prolongation dans un style qui appartient à l'auteur qui le ferait. Oui, un peu comme lorsque tu vois les images réappropriées par Laurent, avoir cette surprise de cette nouvelle... Oui, et d'une certaine manière, moi j'ai travaillé avec François, enfin on a travaillé sur cet album un peu comme moi je travaille sur mes affiches. Je me réapproprie les films et j'en fais ma propre lecture. C'est ce que François a fait avec Jaco et Thomas quelque part. Là, on montre une image assez rigolote, c'est parce qu'en fait, c'est pour vous dire que les récits, quand ils mettent beaucoup de temps, 3 ans, 3-4 ans, ils sont comme des capteurs, ils prennent la réalité, ils prennent des détails, des aventures, et là on avait refait
un repérage avec Thomas sur le site du palais. Et on est tombé sur une espèce de drôle de petite chose comme ça. Une espèce de triangle. Oui, une espèce de dessin dans de la buée, fait, je ne sais pas très bien, avec un petit... Donc très fragile, il y avait un autre graffiti aussi. Et le graffiti, c'est le palais, la silhouette du palais dans une pyramide, et en dessous, il y a une espèce de rayonnement. Bon, et c'est assez incroyable, c'est tout à fait notre histoire. Et elle était là, résumée en une espèce de petit graffiti sur la buée d'une vitre. Ah oui, il n'y a pas que le mystère de Khéops, là, du coup. Mais on a besoin de ça pour que le récit s'impose, comme on a trouvé des choses étonnantes sur le sol de Bruxelles qui correspondaient à la manière dont, exactement à la géologie de quoi étaient formées les pierres de la grande pyramide de Khéops. Donc on a trouvé énormément de choses très, très troublantes, mais le récit a besoin de se construire de choses comme ça. Et puis bon, le storyboard était assez poussé, évidemment. Le temps du crayonné est aussi un temps très long, Là, il faut vraiment travailler avec de la documentation, il faut faire des repérages, et il faut aussi poser, il faut trouver des gens qui ont... Parce que l'avantage, c'est que Jacob savait plus ou moins la stature de Mortimer. Donc, j'ai pas du tout la stature de Mortimer, donc il a fallu que je trouve des astuces pour essayer d'être le plus proche de cette technique que j'adore, qui est une technique vraiment de chercher la pose, comme Jacob savait le faire, de trouver, de faire un travail d'observation. Et sur le processus de création des planches, donc tu es en train de nous dire que tu travailles aussi d'après des photos que tu vas faire toi-même, oui. Par exemple, des choses comme ça, et donc oui. C'est toi qui te mets en scène. Ben oui, mais parfois ça ne correspond pas trop physiquement, oui, mais enfin bon, on s'arrange. On s'arrange, on demande à des amis qui ont des statures un peu plus adéquates, et puis on chipote. C'est ça qui est intéressant avec la bande dessinée, c'est que c'est un art qui en même temps mobilise peu de choses. Donc on peut s'arranger. Jacob, il avait un miroir et il prenait les poses pour tous ses personnages. Et est-ce que dans la vie du livre, est-ce qu'il pourrait y avoir une édition avec les cahiers, par exemple, de croquis, de storyboard, pourquoi pas des photos du modèle? Il y a une édition en noir et blanc qui sort dans 15 jours. Et qui serait augmentée un petit peu de ce type Non, non, mais ça pourrait exister. Le storyboard est très, très, très poussé, il y a des tas de choses, il y a des tas de documents, ça a été 3 années et demie d'intense. Oui, c'est pour ça que j'imagine que l'album terminé et publié, c'est la partie émergée de l'iceberg, justement, ou de la pyramide. Oui, tout à fait. C'est ça la bande dessinée. On efface un peu mais en même temps, le plaisir, c'est que c'est toutes les couches. Et ça, c'est le bénéfice du temps. Et sur ton processus de création, les encres sont posées sur table lumineuse? Non, c'est sur l'original. Non, c'est sur l'original. Donc oui. Ça veut dire que tout ce qui reste de crayon, tu vas le gommer. Oui. D'accord. C'est à la différence de Jacob. Du coup, il gratte et il gomme aussi. Il gratte et il gomme, ouais. Oui. Ça, c'est rigolo parce que par rapport au noir et blanc qu'on vient de voir, on voit exactement ce que je lui ai proposé quand même de dingue. La deuxième case en haut, dans le noir et blanc, elle est en négatif, vous voyez. Et moi, je trouve que c'était pas bien, quoi. Donc, on va remettre en positif. Et donc, avec ma couleur, j'ai travaillé en négatif. Et vous voyez, la main, là, c'est tout à fait autre chose. C'était ma manière un peu de le surprendre aussi. Et d'en faire quelque chose de totalement différent. Ce qui fait que l'album noir et blanc, c'est vraiment un autre livre que celui-là. Ah oui, parce que là, ça veut dire quand même, rien que sur le travail de la main, tu nous montres qu'effectivement, la couleur est intervenue sur le noir, et donc a modifié les noirs. Exactement. C'est pas uniquement une mise en ambiance. La couleur est sous le trait et sur le trait. Et sur le trait, ouais. D'où les 1 an de boulot, j'imagine. Parce que c'est un peu le double boulot, quoi. En fait, sachant que Laurent allait travailler sur la couleur, j'ai assez poussé le noir et blanc avec un travail de hachure. Et en fait, il prenait ces hachures, il les mettait, il les transformait. Je savais qu'il allait jouer avec tout ça. C'était pour lui comme un outil, entre guillemets, qui allait nourrir son écriture couleur. Oui, par rapport à ce que tu disais sur la tolérance de François sur l'intervention dans les images, ça va jusque-là. Ouais. En fait, il a créé son album vraiment comme un album noir et blanc. Ouais. C'est vraiment ça. Ouais. Et du coup, il me dit, mais comment est-ce que je vais... J'ai dit non, fais comme tu sais faire, ton album noir et blanc, et moi je vais me gaver, je vais m'amuser avec toute cette matière première fabuleuse, qui est le trait anglais de François, et le transformer, et tout à coup donner quelque chose d'autre, créer un livre différent. Moi, j'ai toujours aimé le trait de François. D'abord, je suis quelqu'un du trait, moi. Et donc, je sais qu'il a fait pas mal d'albums en couleur directe, etc.
Et il y a quelque chose qu'il n'avait jamais fait, c'était de faire un album en couleur directe avec du trait. Et c'était l'opportunité de le faire ici, de travailler avec l'ordinateur et de transformer toutes ces hachures et de les transformer en couleur. C'est ça qui m'avait intéressé. Et de garder une trame, enfin de garder... Voilà, la matière, tout à coup ça devient de la matière. Et François m'a toujours dit, moi j'aime pas faire 2 fois le même livre. Et je lui ai dit, toi mon gars, t'inquiète pas, tu vas pas avoir 2 fois le même livre. Et est-ce que là, ça vous a donné envie d'explorer peut-être aussi en parallèle sur des affiches, sur des images grand format, des choses comme ça, encore l'univers autour de Mortimer ou du Palais de Justice, des choses comme ça? Parce que j'imagine que quand on s'empare d'un bâtiment tel que le Palais de Justice, on n'a pas tout de suite envie de le lâcher, quoi. En fait. Ah, c'est ça le problème. C'est que depuis que je fais de la bande dessinée, chaque livre est autonome. Et chaque livre, on s'attache à un personnage et puis on doit l'abandonner. C'est assez violent. J'ai pas de héros récurrent. Donc je remets tout à zéro à chaque album. Ce qui fait que, oui, c'est parfois un peu douloureux. On a envie de continuer un peu. Mais c'est un deuil qu'on doit faire. Est-ce qu'il y a du coup un temps de vacances ou de latence quand même entre le dernier Pharaon et le prochain album, ou est-ce qu'en parallèle il y a déjà des projets de scénario élaborés du point de vue de la bande dessinée? François, il n'y a jamais de latence. Il n'y a jamais de latence. Jamais. Mais ici, il n'y a pas de projet de bande dessinée. Je pense que c'est intéressant, j'ai envie d'aller ailleurs et j'ai envie de travailler sur des récits autrement, exprimés autrement, avec toute autre forme, que ce soit cinématographique, théâtrale. Ah, donc sur d'autres médias même. Oui. Et est-ce qu'au niveau... Enfin, du coup, parce que là, bon, c'est un nouvel objet, un nouvel univers exploré par rapport à ton travail, entre guillemets, habituel, même si le mot habituel, là, il n'a pas tellement son sens. Mais est-ce que de ton point de vue, par exemple, ne serait-ce qu'aujourd'hui, la bande dessinée avec les productions qui existent, et puis, je dirais un petit peu les nouvelles explorations, est-ce qu'il y a encore quelque chose à faire dans la bande dessinée? Mais bien sûr, oui. Mais bien sûr. C'est un monde fantastique avec des jeunes auteurs. Je trouve que l'affiche de Sanissi est formidable. L'auteur a un travail qui est vraiment impressionnant. J'ai adoré voir l'exposition. Il y a des magnifiques auteurs. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est très difficile de faire de la bande dessinée comme je l'ai toujours fait. Parce que je l'ai fait, je suis lent, je passe beaucoup de temps sur mes planches. Ça, c'est assez compliqué. D'être un dessinateur réaliste faisant un gros travail, je dirais, avec storyboard, avec une recherche. Aujourd'hui, par les temps qui courent, pas facile. J'ai plein de confrères qui mettent 3 mois pour faire un livre. Je suis complètement... je suis plutôt du genre dinosaure. Hein. Ça avance lentement. Parce qu'on sait que la contrainte économique sur le marché de la bande dessinée est quand même assez violente et de plus en plus violente. Est-ce que... même dans ta position, j'ai envie de dire, et même en étant en Belgique, est-ce que tu t'intéresses à ce qui se passe, par exemple, en France sur des questions de syndicats, des questions de l'observation de la bande dessinée avec Denis Bajram, par exemple, des choses comme ça, ce type d'action? On a passé une soirée avec Denis à discuter justement de la fragilisation aujourd'hui des auteurs de bande dessinée, qui est vraiment inquiétant et qui pose beaucoup de questions, qui pose énormément de questions. Et l'inquiétude de voir, malgré tout, un certain type de métier disparaître. C'est-à-dire le métier où on peut malgré tout passer le temps nécessaire sur la mise en scène, nécessaire sur le lettrage. Parce que moi je fais mon lettrage moi-même, tout ça prend beaucoup de temps. Ça, j'ai l'impression que c'est un petit peu mis en danger. Et tous les deux, dans votre position, enfin, quelle que soit la durée qu'il a fallu pour l'atteindre, aujourd'hui c'est une carrière entre guillemets installée. Est-ce que... un mot assez vilain, ça. Non, je sais bien, mais c'est comme habitude, on va dire. Pour les aspirants dessinateurs ou aspirants graphistes, parce que j'imagine qu'il y en a dans le public, j'imagine qu'il y a des cartons à dessin qui ne demandent qu'à être ouverts. Aujourd'hui, un conseil, une manière de démarrer, puisqu'on sait malheureusement qu'elle serait peut-être forcément différente de ce que vous avez connu à ce moment, au moment je dirais de la sortie de l'école, la sortie de la découverte du média qui allait vous faire, entre guillemets, travailler. Un conseil, aimer ce qu'on fait plus que tout et travailler plus que tout. Et espérer d'avoir un peu de chance aussi. Mais la chance, oui. Je crois qu'elle est importante. François disait qu'il n'y avait pas de hasard. Est-ce que ça peut... oui, alors on peut la provoquer, la chance. On peut les deux facettes mais se complètent. aimer être super passionné et bosser, parce qu'en réalité, tous les gens que vous voyez ici
qui sont exposés, c'est des bosseurs, mais c'est pas possible d'être bosseur comme ça. C'est vrai que l'avantage, entre guillemets, du festival de montrer les originaux, là, effectivement, quand on regarde un original dessiné, on voit le nombre d'heures passées seul sur une page blanche. Ouais, c'est insensé. J'espère qu'effectivement, ça, c'est perçu par le public et pas... qu'on ne croit pas que l'objet de consommation, entre guillemets, encore un vilain mot, mais qui est lu en 1 heure ou 2, nécessite 1 an, 2 ans, 3 ans de travail. Allez, j'ai un petit conseil pour ceux qui veulent faire de la BD. C'est de ne pas mettre toutes ses billes dans le même panier, de se dire travailler, dessiner, lire beaucoup de bandes dessinées, et puis peut-être avoir une deuxième corde à son arc, un plan B. Que ce soit du graphisme, du web design, que sais-je, dans la publicité, mais d'avoir un plan B, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas parier à 100% que sur la bande dessinée, parce que c'est du loto en réalité. Ce que je trouve aujourd'hui, c'est que j'ai eu la chance, moi, de commencer. J'avais Métal Hurlant qui débutait, donc j'arrive très vite dans Métal Hurlant. Je suis presque les tout premiers numéros d'À suivre. Donc on a des trains qui partent. C'est une chance incroyable. Hein. Ça vous attire, ça vous aspire. Et bon, vous êtes jeune, vous avez énormément d'énergie, vous plongez là-dedans parce que vous êtes tout heureux d'appartenir à cette famille, que ce soit Métal, À suivre ou Pilote. C'était des familles d'auteurs, c'était des familles d'esprit. Donc on est heureux d'être dans ces aventures-là. Il y avait de la lumière. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus brouillé, c'est beaucoup plus complexe. Mais ce qui est certain, c'est que les gens qui veulent raconter des histoires en images, ils n'ont pas seulement la bande dessinée comme ouverture. Aujourd'hui, on peut raconter des histoires en images sous plein de formes. Et c'est ça qui peut être la réflexion qu'il faudrait avoir. Et par tes différentes casquettes, j'ai envie de dire, avec la scénographie, toutes tes interventions un petit peu diverses quand même, les nouveaux supports, c'est quelque chose qui t'attire et dans lequel tu vois un gros potentiel. Mais moi, je me sens avant tout raconteur d'histoire. Donc ce qui m'intéresse, c'est de voir comment les images d'aujourd'hui, les techniques d'aujourd'hui, c'était un plaisir de travailler avec Laurent parce que l'ordinateur, il le manipule avec beaucoup de sensibilité, c'est-à-dire qu'il enlève l'aspect un peu froid que j'ai trouvé dans parfois certaines mises en couleur. Il y a un côté très, très sensuel, je dirais, dans sa façon d'aborder et la façon dont d'ailleurs il prend mon trait, il le met en couleur. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ne croient pas que c'est fait par ordinateur parce qu'il y a des aspects qui sont... Je lui avais interdit de faire des dégradés. J'avais interdit de faire des petits liserés de lumière sur le bord des personnages. Ce sont des tics, tout ça, qui sont assez agaçants. Donc il avait quelques petites contraintes quand même dans lesquelles j'ai essayé de le mettre. Mais il en a quand même réussi à m'en mettre quelques-uns quand même. Je n'ai pas pu tout filtrer. Mais bon, donc lui, il a échappé complètement à un certain type de mauvais réflexes sur l'ordinateur. Mais il y a des dessinateurs sur ordinateur ils l'ont tellement intégré, ils ont tellement compris, ils ont tellement réussi à dépasser l'outil que c'est absolument incontournable. Et dès lors, ces images-là, elles peuvent peut-être trouver une place bien plus intéressante sous d'autres formes, que ce soit le jeu vidéo, dans la conception des jeux vidéo, dans la conception de sites tout à fait étonnants. Il y a plein de choses qui vont se créer. On le voit, on le sent. Et c'est déjà le cas depuis des années et des années, ça continuera. Et je trouve que les raconteurs, les gens qui savent faire des images, ils auront toujours une place importante. Et oui, par exemple, quand Dupuis, par exemple, qui crée la Webtoon Factory, par exemple, pour essayer de diffuser, entre guillemets, l'image et le récit séquentiel d'une autre manière, sur un autre support. Donc ça, c'est des choses où tu restes perméable à ça, quoi, en fait. Oui, moi j'ai travaillé sur beaucoup de films, j'ai travaillé sur des spectacles, sur de l'opéra, sur des expos universelles, sur des métros, enfin bon. Les stations de métro, oui. Oui, sur des musées, etc. La technologie, c'est un outil. Mais en fait, on revient toujours, qu'est-ce qu'on raconte? Pourquoi on le raconte? Pourquoi on choisit cet outil-là? Ça, par contre, cette réflexion-là, elle est indispensable. J'aime pas les films qui font de la bande dessinée, j'aime pas les bandes dessinées qui font du cinéma. Je trouve que la bande dessinée a des armes uniques, a des moyens de faire des choses qu'elle seule peut faire, comme le cinéma et l'opéra peut faire des choses que peut-être on ne voit nulle part ailleurs.
d'avoir des émotions comme on n'a nulle part ailleurs. Mais quand tout se mélange, il y a un danger, évidemment. Donc les questions sur ce que c'est qu'un médium, comment l'utiliser au mieux, c'est des questions qui nous hantent, en fait. Quand on est dessinateur, on dit pourquoi c'est en bande dessinée? Pourquoi c'est pas un jeu vidéo? Pourquoi c'est pas un film? Si on n'arrive pas à répondre à cette question, on est un peu mal. L'avantage de travailler pour le cinéma, c'est qu'automatiquement, ça vous oblige, quand vous faites de la bande dessinée, à vous renvoyer encore plus précisément à cette question. Sur le récit. Et est-ce que, Laurent, le fait d'avoir travaillé comme ça pendant plusieurs mois ou années sur une séquence, là, tu vas retravailler, enfin, tu as déjà, j'imagine, recommencé à retravailler sur des images fixes et uniques. Est-ce que ça te donne d'autres envies? Comme disait François, le fait d'être un dessinateur de bande dessinée. Non. Alors, la bande dessinée, ça c'est vraiment. François aime toujours dire que je suis un dessinateur frustré, mais en réalité. Mais c'est positif, hein, parce que les frustrations, oui, en définitive, non, pas tellement. C'est-à-dire que je suis très content de la direction que j'ai prise, parce que j'aime bien raconter une histoire en une image finalement. Donc je suis un peu lâche, j'admets. Mais non, il y a des projets, on est en train de discuter sur des projets, mais plutôt d'illustration de livres. Oui, Parce qu'avec ta vision, ta réinterprétation, quand on voit effectivement ce que tu fais, ce que tu donnes dans une seule image par rapport à un film ultra connu, par exemple, moi je serais très, très curieux de voir ton interprétation sur un texte, par exemple, parce que ça reste de l'illustration, une mise en lumière d'un texte, il en est question. Mais en même temps une réinterprétation. Oui, il en est question. En fait, je ne sais pas si je peux déjà en parler, mais on a le projet de peut-être faire un Blake et Mortimer, enfin de faire, moi je fais ça, François sera mon nègre, il m'a dit je serai ton nègre. Mais de travailler sur un livre de Blake et Mortimer, mais littéraire, donc des textes et des images. Donc ça c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Ah oui, donc on peut envisager quelque chose oui, à mais suivre. C'est plus vrai, c'est pas de la BD, ça reste quand même c'est de la construction, de faire des images, des bonnes images et puis une histoire, un fil narratif. Mais oui, ça m'excite parce que j'aime bien brouiller aussi un peu les pistes. Qu'on pense que je suis affichiste, ça me déplaît un peu. Je peux faire des affiches, mais je peux aussi faire des livres. Ça c'est excitant de ne pas être trop catalogué dans un petit tiroir. Les gens ont tendance à vous mettre dans des tiroirs. Et moi j'ai tendance à pousser le tiroir et à en sortir et d'aller dans un autre tiroir. C'est pour ça que j'ai fait Le Dernier Pharaon, entre autres. On va passer peut-être à des questions du public, parce que j'imagine qu'il y a des questions. En tous les cas, j'en aurai encore plein d'autres, mais l'heure défile. Bonjour, j'ai deux questions en fait. Donc la première c'est comment on fait le choix de faire un album en noir et blanc ou en couleur? Pourquoi les cités obscures en noir et blanc et Blake et Mortimer en couleur? Et la deuxième question c'est pourquoi dans ce Blake et Mortimer on ne voit quasiment pas Blake? Alors d'abord les cités obscures c'est pas en noir et blanc, hein. Il y a des albums en couleur, il y a des albums en noir et blanc, il y a des albums en noir et blanc et en couleur. Donc il y a énormément de techniques. Ce n'était pas pour simplifier d'ailleurs la vie de notre éditeur, puisqu'on avait des changements de format, on avait des changements de technique, des changements de nombre de pages, des changements, j'ai changé de format de mes planches. Donc il y en avait qui étaient en illustration, il y en avait d'autres qui étaient en mi-illustration, mi-bande dessinée, avec même des romans photos. L'Enfant penché, il y a une partie roman photo. Donc c'est curieux, parfois on catalogue la série, mais elle est un peu bizarre. En fait, le mot série d'ailleurs ne convient pas non plus très bien. Donc, pourquoi Blake et Mortimer en couleur? Là, au départ, je pensais le faire un petit peu en noir et blanc. Je pensais le faire en noir et blanc d'une façon un peu expressionniste, comme Jacobs avait pu faire la guerre des mondes, avec un côté de la vie, de crayon, de fusain. Je vais faire quelques planches, d'ailleurs, pour une exposition avec cette idée-là. Et puis, j'avais avec un ami comme ça, qui était tellement talentueux, j'ai pas résisté je me suis dit mais ça serait formidable de faire une mise. D'abord j'ai pas osé lui demander, d'abord j'ai proposé à son frère qui est très très bon aussi, et puis il m'a quand même dit il faut pas rigoler là. Oui. Bon, Jack m'a dit mais oui j'ai jamais fait, et François m'a dit mais est-ce que tu vas le coacher? Alors je me voyais coacher mon frère sans prendre un bal, et je me dis non c'est pas possible ça.
Et donc, voilà. Donc l'idée noir et blanc couleur, c'est vrai que pourquoi on fait un livre en noir et blanc, c'est très curieux. Parfois, on a des envies, on sent que le climat est plus propice à ça, qu'il y a un univers, qu'il y a une dimension, qu'il y a un alignement je dirais, de sensibilité qui vont vers des contrastes plus noirs et blancs. Et comme l'était l'enfant penché, comme l'était la tour, les références pour la tour, c'est Piranèse. Voilà, donc automatiquement, on est parti dans ce chemin-là. Ici, pour le Blake et Mortimer, quand même, c'est un album de bande dessinée. Il y avait une dimension plus classique. On entrait dans, malgré tout, même s'il est hors série, c'est quand même dans un alignement d'albums. Ça aurait été difficile de le faire en noir et blanc. Alors pourquoi pas Blake? Notre référence à nous, tous les quatre, Jaco, Thomas, Laurent et moi, c'est Le piège diabolique, qui est un livre où en fait Blake est assez peu présent. Et on l'aimait justement par le fait même que c'était une confrontation très directe que Mortimer a avec un ensemble de mondes, avec un ensemble de situations extrêmement fantastiques. Extrêmement fantastiques. C'est sans doute aussi le livre le plus terrifiant de Jacobs, puisqu'il a été interdit en France pendant de nombreuses années. Et donc, c'était vraiment le livre, avec bien sûr le mystère de la Grande Pyramide, c'était le livre vraiment qui nous a conduits aussi sur cet album-ci. Est-ce qu'il y a une autre question? Bonsoir, moi ma question c'était comment on conjugue les langages qui peuvent être différents, quelqu'un qui est habitué au temps long parce que les cases se suivent et le récit se raconte, et quelqu'un qui est plus dans l'immédiateté, dans le fait de dire beaucoup de choses en une seule image. Comment on arrive à dialoguer et à tomber d'accord sur un résultat final? Mais en définitive, c'est la même chose, c'est-à-dire que moi je ne réfléchis pas pour François en termes de cases, c'est de séquences. Donc chaque séquence est comme une affiche, plus que c'est 2 jours, 3 jours de travail par planche, donc une séquence est parfois 3-4 planches, donc on arrive vite à des... Donc c'est vraiment chaque... c'est la même logique en réalité. Mais il faut que je vous dise aussi que j'ai appris moi à dessiner avec ces livres ouverts. Donc quelque part le casting était un bon casting parce que j'ai été modelé par François. J'étais très... Pas que. Là on arrive au point, ce que j'appelle le point Godwin, mais le point Moebius. C'est qu'on arrive systématiquement à un moment donné à parler de Moebius. Mais donc Moebius, mais ici dans ce cas-ci, moi la couleur chez François a été déterminante dans mon apprentissage de la couleur. Les murailles de Samaris, je l'ai en tête, c'est celui-là que j'ai en tête, c'est prodigieux. Et donc j'avais ça en tête quand j'ai travaillé sur cet album-là. Donc on était en symbiose, en fait, c'est ça que je veux dire. C'est qu'on était en symbiose, on n'est pas si différents que ça. Et pour ce qui est de la conception d'une planche ou du rapport au temps, la question, si j'ai bien compris ce que vous vouliez dire, en fait, pour être franc avec vous, ce qui était intéressant quand on concevait le storyboard ensemble, c'est que très vite, je pouvais montrer le storyboard à mes 2 amis, montrer comment fonctionne la séquence. Thomas écrivait après les dialogues. Et en fait, pour être franc, ça marche ou ça marche pas. C'est intéressant, on a envie d'y entrer, la séquence tourne. Du coup, les scénaristes avaient un regard de bêta-lecteur, quoi, en fait. Oui, exactement. Mais comme c'était des amateurs, ce sont des professionnels du cinéma, professionnels de la littérature, c'était amusant de... Par exemple, ils avaient des idées très très différentes, ils ont des rapports au temps qui ne sont pas les mêmes. L'exemple que je cite souvent, c'est que Jaco disait « Et à ce moment-là, toutes les horloges s'arrêtent. » Au cinéma, il n'y a pas de problème, l'horloge s'arrête. Mais en bande dessinée, les horloges sont toujours arrêtées. Alors, ou vous êtes obligé de mettre un cartouche qui raconte la scène, et ça, c'est évidemment pas très intéressant, c'est pas très dynamique. Et donc, c'était intéressant de confronter 3 regards différents. Un regard littéraire, un regard de cinéaste. Et moi, j'étais un peu le metteur en scène, entre guillemets, et le co-scénariste, mais enfin, j'essayais de faire en sorte que ça soit de la bande dessinée. Et la seule façon de le vérifier, c'est de le montrer. Regarde, ça marche, ça marche pas. Ça, on n'a pas envie de regarder ça, on va s'ennuyer, on va pas passer d'une case à l'autre. L'ellipse, c'est pas assez dynamique. Voilà. Et pour la couleur, c'est la même chose, parce que comme je montrais mon écran via Skype, ça marche ou ça marche pas. Ouais. C'est pas une réponse très... Les choses sont souvent plus simples qu'on ne croit, en fait. Hein. Est-ce qu'il y a une autre question?
Merci. Alors, le chien noir qu'on voit là en Oui. haut, il s'est invité comment? Bah, comme il fait d'habitude. Oui, voilà. Il était là. J'ai pas pu faire grand-chose. Et puis, alors, comme je savais que Jacobs avait un chien qui s'appelait Blackie, j'ai pas résisté. Parce qu'en fait, Jacobs m'a beaucoup inspiré. Le personnage, là, un peu connu, le personnage de Jacobs m'a beaucoup inspiré. Un petit peu l'amertume, un peu le décalage qu'il avait par rapport au monde de la bande dessinée. Ça a un petit peu été transféré sur le personnage de Mortimer. Il est un petit peu en dehors, à Londres, il est un petit peu en détaché de ses activités professionnelles et on vient le rechercher. C'est un petit peu ça, c'est comme ça que j'ai ressenti comment était de Jacobs. intérieurement Edgar Pierre Jacobs. Bon voilà, alors donc je me suis dit après tout il a un chien et je l'ai sous la main. C'est très important, hein, vous savez, on n'invente rien, c'est bien de pouvoir le dessiner. Hop, un doute et je ne dois pas aller loin. Donc merci à Jim. Oui. J'aurais dû le remercier, j'ai regretté. Je mets tas de remerciements très sérieux, mais en fait le plus important c'est quand même le chien. Quand même. Ouais. Enfin, il est passé à la postérité quand même, c'est déjà bien. C'est une vraie vedette. Ça, Il est très très difficile. Les hôtels, évidemment, il faut un hôtel spécial, un restaurant spécial qui accepte les chiens. Oui, c'est une vedette. Non, mais on va le remercier à la fin pour sa patience. Est-ce qu'il y a encore quelques questions? Moi, c'est une petite question assez légère. D'après vous, où doit-on ranger cet album? Est-ce qu'on le met avec les Jacobs, la suite, Jacobs et Peter, ou est-ce qu'on le met avec les Schuiten, à la lettre S? Ah, ça c'est... C'est une bonne question. Ou avec les Durieux, mais ça va être vite rangé. Hein. Les prochains Durieux, les prochains Durieux. C'est vrai, je sais pas. Il y a des gens qui m'ont reproché en me disant mais t'as pas fait un Blake et Mortimer, tu as fait une cité obscure. Mais par certains côtés, les cités obscures viennent aussi de Blake et Mortimer. Je pense que j'ai été profondément marqué. Donc, si vous voulez, l'idéal, ce serait de mettre la série des cités obscures à côté des Blake et Mortimer. Et vous mettrez le dernier pharaon juste à côté des premiers des cités obscures, comme ça. J'ai une meilleure idée. Oui. Vous en achetez deux. Un que vous mettez avec les Blake et Mortimer et l'autre avec Cités Obscures. Notre éditeur sera ravi. Voilà. Et comment est accueilli l'album d'ailleurs là? Formidable. D'ailleurs, on va partir, notre hélico va pas tarder. Ah, okay. Non, l'album a été vraiment bien reçu par le public et par la presse. C'est magnifique. On ne pouvait pas rêver mieux en réalité. Hein. Mais on a eu aussi des critiques. D'abord, on a fait quelques petites erreurs. Heureusement, on les a corrigées. Parce que le public de bande dessinée et certainement encore plus de Blake et Mortimer sont extrêmement sourcilleux sur toute une série de détails. Donc, je m'en suis mordu les doigts. Donc d'avoir fait des petites erreurs, mais bon, tout ça a été nettoyé. Et après, il y a évidemment le fait que s'approprier des personnages qui appartiennent à la mémoire très intime d'un lecteur, ça peut être quelque chose d'assez violent. Donc cela, je peux rien faire. Je peux rien faire. Oui, c'est les intégristes peut-être. Mais je respecte en même temps. Et un livre ne doit pas être aimé par tout le monde. C'est suspect. Je préfère qu'il y ait des gens qui me détestent et d'autres qui m'apprécient. Ça donne des contrastes intéressants. Est-ce qu'il y a une dernière question pour qu'on puisse libérer ces deux artistes? Alors, pas de question. Est-ce que vous n'avez pas une question à Jim? Comment est-ce qu'il a vécu l'expérience? Ah, ben, merci Jim pour ta patience. Merci cher maître au pluriel pour votre présence. Est-ce que demain vous serez encore en dédicace? Non, les dédicaces c'est terminé. Donc on vous donne rendez-vous sur le parcours de Blake et Mortimer à suivre. Le dernier pharaon n'a pas fini de nous faire rêver. Et merci à vous. Et tu as raison de balayer la table, c'est terminé. Merci.